Dans les 30 prochaines minutes, on va bien sûr discuter des enjeux autour de notre vie numérique. On a un vrai double numérique et on ne se rend pas forcément compte des empreintes qu'on peut laisser. On parlera aussi des différents types de souveraineté numérique. Et surtout, le sujet qui nous anime un peu tous, c'est comment on peut reprendre la main sur cette vie numérique. Je m'appelle Julien Coyer, je suis le président bénévole d'Uniagro, qui est la fédération des ingénieurs du vivant. On a croisé nos chemins avec Thomas, ça remonte un petit peu, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, où il y avait vraiment un enjeu de stocker nos données côté Uniagro, et moi je tâchais vraiment de l'importance à l'hébergeur en fait qui allait stocker nos données, et surtout dans cette optique de reprendre la main, parce que mon cheminement me remonte un peu plus tôt. J'ai quitté Gmail en 2019, et après avoir regardé un peu tout ce qu'il y avait comme offre sur le marché, je me suis tourné vers Infomaniac par rapport à la simplicité et surtout l'interface utilisateur, l'expérience UX qui est vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on a ce partenariat aujourd'hui avec Infomaniac. Et Thomas, je te laisse te présenter. Alors pour ma part, je m'appelle Thomas Jacobsen et puis je m'occupe de la communication chez Infomaniac depuis un peu plus de 5 ans. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas encore entendu parler d'Infomaniac, on peut présenter Infomaniac comme un acteur qui est devenu incontournable du cloud en Europe. Et puis en Suisse, on est le développeur leader de technologie web. Quand je suis arrivé en 2015 chez Infomaniac, on était à peu près 43 employés. Aujourd'hui, on dépasse les 175 personnes. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que les utilisateurs demandent de plus en plus de solutions indépendantes, respectueuses de la vie privée. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait qu'on a rencontré nos chemins avec Julien et qui fait l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Le marché du numérique, donc on a entendu la présentation de Thomas et d'Infomaniac, mais aujourd'hui il est dominé par des acteurs plutôt américains. On appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les BATIX, là c'est côté asiatique. Quand on entend parler de Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, on entend peut-être un petit peu moins parler, mais ils ont énormément d'utilisateurs aussi, quoi. Quand on préparait le webinaire avec Thomas, on se rendait compte aussi que notre relation en tant que citoyen, elle est quand même importante avec tous ces acteurs, que ce soit avec les téléphones portables, que ce soit avec les différents outils qu'on va utiliser en ligne. Mais on se rend compte qu'aussi les gouvernements commencent à devoir faire allier avec eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, le Danemark a nommé un ambassadeur auprès de ces géants du numérique. La preuve que ces entreprises commencent à avoir plus de pouvoir que nous gouvernements. Moi, je vois autour de moi de plus en plus de gens se posent des questions. Ben voilà, moi j'ai un téléphone, comment il peut être un peu plus respectueux de ma vie privée, parce que j'ai entendu un certain nombre d'informations, les gens essayent de démêler le vrai du faux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on est de plus en plus nombreux à se poser cette question de comment on arrive à mettre en cohérence nos valeurs de notre vie physique, notre vie privée, avec notre double numérique. Et on se rend compte que c'est pas forcément évident parce qu'on a pris des habitudes d'outils qu'on utilise tout le temps. Moi, je me souviens au début, Gmail, c'était au début des années 2000, c'était hyper à la mode d'avoir son adresse en gmail.com. C'était géant d'avoir 15 gigas de données gratuites par rapport à la taille des boîtes mail à l'époque. On parlait plutôt de centaines de mégas à disposition. Avec Hotmail, ouais, c'était ça. Avec Hotmail, exactement. Et on se rend compte, au fur et à mesure du temps, les boîtes commencent à être saturées. On se rend compte que, les données quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Et indirectement, on voit que les choix qu'on peut être amené à faire sur sa vie numérique ont un impact dans la vie réelle. Et c'est là qu'on peut amener la souveraineté numérique et le développement de l'emploi. On essaiera d'aborder un peu toutes ces questions. Toi, Thomas, sur notre vie numérique, quelle vision tu as un peu du contexte actuel? Alors, parce que l'actualité est brûlante, hein. Il y a des problèmes de password, il y a des serveurs OVH qui ont brûlé, il y a des lois qui sont prises parfois pour faire de la censure. Enfin, il y a quand même une vie numérique qui est très très dense, qui part un peu dans tous les sens. Toi, quelle vision tu as en ce moment là-dessus? On vit une période particulière où énormément de PME et d'associations, d'institutions ont dû se digitaliser d'une manière très très rapide. Ça a créé un gros stress au début de la pandémie. Les gens n'ont pas forcément réfléchi aux solutions qu'ils choisissaient, ils ont foncé un peu dans les grands noms qu'ils utilisaient. Et après, on l'a vu et on le voit régulièrement dans la presse et les médias, les problèmes de confidentialité, les problèmes de données qui sont partagées à des institutions qui sont complètement extérieures à l'Europe. On l'a vu avec Zoom et puis Facebook. Les entreprises qui disent qu'elles font du chiffrement des données alors qu'elles ne le font pas. Il y a toute cette confusion, toute cette crise de confiance, en fait, et le public qui se pose de plus en plus de questions. Et puis, en parallèle, on voit aussi des problèmes de sécurité. Là, on voit à l'écran plus de 3 millions de mots de passe qui
qui se baladent dans la rue par rapport à Gmail et d'autres services. Les cyberattaques aussi qui se multiplient. L'année passée, SolarWinds, ils ont été attaqués de mars à fin décembre, donc ça s'est prolongé toute une année. Donc il y a beaucoup de questions qui se soulèvent sur la sécurité, la confidentialité. Il y a aussi une notion qui n'existait presque pas avant du débat, c'était la souveraineté des données. Où sont vraiment stockées les données? Toute cette digitalisation a accéléré, elle a du bon parce qu'elle amène un questionnement, une remise en question des évidences. Et puis on se rend compte que les solutions des géants ne sont pas forcément irréprochables. Oui, justement, sur tout ce qui est cyberattaque, alors on voit qu'il y a parfois des patchs de sécurité qui sont mis, alors parce que les cyberattaques, elles peuvent être dans les logiciels, mais aussi dans les hardware. Il y a eu des failles de sécurité dans certains processeurs Intel, mais on voit que heureusement qu'il y a des chercheurs qui sont en permanence en train de tester aussi les différents systèmes. Et par exemple, il y a eu l'actualité brûlante, tu parlais de souveraineté des données, qui est à déplorer, un acteur important en France, OVH, par rapport à ce qui s'est passé à Strasbourg, c'est quand même très... on s'attendait pas à ce que ça arrive. C'est exceptionnel. Il faut quand même garder en tête que c'est extrêmement rare. On a l'impression que le cloud, les données, elles sont dans le marketing qui est fait dans les nuages, sauf qu'on se rend compte que c'est dans des serveurs physiques bien réels, quoi. Complètement. Ces serveurs, ils sont localisés dans un pays, ils sont alimentés par une énergie qui peut être plus ou moins propre et ils peuvent être conçus d'une manière plus ou moins sécuritaire. Par rapport à ces problèmes de sécurité, ce qu'on peut aussi souligner, c'est que les hackers, en fait, ils ont une logique de volume. Ils vont vouloir rentabiliser leurs actions. Donc, ils vont plutôt cibler d'énormes sociétés pour avoir en fait un retour sur investissement plus important. Des sociétés qui basent leur technologie sur de l'open source, comme Infomaniac, par rapport à des géants du web qui rendent tout propriétaire, c'est des dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde entier qui peuvent vérifier le code. Donc, en plus d'être transparent, ça offre une bien meilleure sécurité que par rapport à des géants comme Google ou Microsoft, même si ces entreprises ont des milliers et des milliers de développeurs. Mais c'est une complexité et puis une gestion telle que la force de l'open source, c'est qu'il est décentralisé. Tout à chacun peut y contribuer et vérifier en fait le code, comment les données sont traitées et ensuite où elles sont stockées. On peut faire l'analogie avec l'alimentation. Il y a des géants effectivement de l'alimentation qui vont manipuler d'énormes volumes de produits agricoles pour les transformer. On parle beaucoup aujourd'hui de l'alimentation de proximité ou de la relocalisation de l'alimentation. Est-ce qu'à ton avis, on est un peu en train d'assister à ça? Les utilisateurs sont en train de se rendre compte que finalement, le service fourni par exemple Gmail qui réplique les mails dans le monde entier pour qu'on puisse avoir un accès hyper rapide à ces mails, mais moi, perso, j'ai pas besoin que par exemple, mes mails soient stockés en Chine, parce que le jour où j'irai en Chine, peut-être je serais content d'avoir mes mails en quelques secondes, ou même en quelques millisecondes. Mais aujourd'hui, comment vous appréhendez cette question de la relocalisation des données, ou est-ce que vous avez des... C'est une métaphore intéressante. Ce que ça montre surtout, c'est que les solutions massives sont pas forcément plus à l'abri, parce que les données sont éparpillées dans le monde entier. Quand on s'intéresse un peu aux conditions d'utilisation et de confidentialité de Microsoft ou Google, ils le disent, si je cite par exemple Google, nous disposons de serveurs aux 4 coins du monde. Il est donc possible que vos informations soient traitées par des serveurs situés en dehors de votre pays de résidence. Et après, ils nous disent noir sur blanc que le niveau de protection des lois peuvent donc varier en fonction d'un pays à l'autre. Chez Microsoft, ça va encore plus loin. Ils nous disent, voilà, nous transférons les données personnelles issues de l'espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse vers d'autres pays, dont certains n'ont pas encore été reconnus par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat des données. Ces lois ne peuvent pas garantir les mêmes droits et qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'autorité de contrôle. Cette démultiplication des données redondées dans le monde entier, sans forcément que l'utilisateur final en ait l'information, bon courage pour lire toutes ces conditions, toutes ces spécifications qu'il y a au milieu de là-dedans. En plus, il y a des boutons en savoir plus un peu partout qui rallongent encore les pages. Et puis surtout, on se rend compte qu'il y a des combinaisons de données, il y a plein d'acteurs différents. Ils nous disent, voilà, nous pouvons éventuellement partager des données à Verizon, à Facebook et d'autres partenaires. Donc tout ça, ça rend tout ça un peu flou. De choisir des acteurs plus locaux, il n'y a pas tous ces paragraphes de spécificité, d'exception, de traitement différencié. J'en prends le cas d'Infomania que je connais bien. C'est simple, les data centers sont en Suisse. Les données, c'est que nous qui les traitons. Il n'y a pas d'analyse qui sont faites. Et oui, il n'y a pas de revente de données comme parfois il y a des profils qui peuvent être faits dans certains... Complètement. Il n'y a pas de partage de données avec d'acteurs tierces comme Facebook ou autres. Ou alors, c'est des choses ultra spécifiques qui concernent que la vitrine, c'est le site Internet,
pour des raisons marketing, pour pouvoir améliorer nos pages. Mais à partir du moment qu'on est dans le produit, il n'y a plus d'analyse. Ouais. Et puis après, c'est aussi de savoir où sont ces données. Juridiquement, en cas de problème, à quel droit je suis soumis. Ouais, c'est l'une des questions là, dont je vois dans le chat, enfin l'une des remarques, les data centers sont aussi dépendants des lois locales. Ça, c'est un vrai casse-tête pour des entreprises aujourd'hui. Complètement. Et c'est ça aussi qu'il faut être attentif. On a Microsoft typiquement qui installe des data centers un peu dans tous les pays, y compris la Suisse, qui était un cas particulier, qui était un peu ignoré. Et les gens ont l'impression que si un data center est en France, en Suisse ou en Belgique, que si leurs données sont stockées dans leur propre pays, que c'est bon. Mais en fait, c'est pas le cas. À partir d'un moment que des données sont hébergées et fonctionnent avec un logiciel développé aux États-Unis, ce qui est clairement le cas de Microsoft, les données sont clairement accessibles par l'administration américaine. Donc, il faut être vigilant à ça. Ça ne suffit pas. Encore faut-il que le logiciel qui propulse les solutions soit aussi local. On voit aussi que les conditions d'utilisation à chaque fois évoluent. Alors après, pour utiliser, on est obligé de les accepter. Mais alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous les a lus. Alors, je sais que Thomas du coup, a travaillé sur le sujet, mais c'est quand même très compliqué et très long à lire. Mais effectivement, vous voyez régulièrement Facebook, Google qui vous dit, ben voilà, nos conditions d'utilisation ont changé, va cliquer ici pour continuer à l'utiliser. Et à chaque fois, alors soit on s'appuie sur des associations, bien ou qui vont pouvoir faire éplucher, je pense à la Quadrature du Net par exemple, qui épluche un peu ces conditions générales. Soit vous avez un ami juriste qui vous conseille, ou soit après il y a des hébergeurs qui dans le contrat que vous avez avec eux, vous indiquent vraiment qu'il n'y a pas de, pendant tourloupe possible, il n'y a pas de revente, il n'y a pas de profilage. Ça dépend principalement du modèle d'affaires. Le cas de Google est particulièrement intéressant parce que sur leur site, c'est très transparent. On trouve toutes les versions de leurs conditions générales et il suffit de revenir à 2019 pour voir en fait que l'ADN de Google, c'est vraiment l'exploitation des données et qu'à partir du moment que vous leur confiez vos données, ad aeternam leur propriété. Maintenant, ils changent un peu leur fusil d'épaule et ça a complètement changé. Par contre, en lisant attentivement les conditions générales, on voit que cet ADN, elle n'a pas évolué. Il y a deux choses chez Google. Maintenant, eux, c'est vraiment la transparence. Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant. Par contre, ils nous le communiquent et puis vous l'acceptez de manière implicite et clairement. La question à se poser, c'est qui prend le temps de lire tout ça? Qui prend le temps d'aller voir ses paramètres de confidentialité? Parce que par défaut, tout est ouvert. Vous pouvez faire le test. Prenez votre téléphone mobile, vous ouvrez Google Maps, vous allez dans le menu principal de l'application, puis ensuite vous appuyez sur le bouton « Vos trajets ». Et vous allez être étonné de voir que tous vos déplacements sont soigneusement archivés. Si vous êtes, par exemple, ce matin, vous êtes parti de chez vous pour aller au bureau, pour ceux qui ont encore la chance d'aller au bureau en cette période, vous constaterez en fait que Google voit absolument tous vos déplacements, y compris vos vacances. Même chose pour vos achats en ligne. Si vous allez dans votre profil Google et que vous allez sur vos achats, vous allez voir toutes les boutiques en ligne sur lesquelles vous avez passé des achats. Google va parser Gmail, donc tous vos emails Gmail, il va les parser et dès qu'il y a une boutique en ligne avec un achat, c'est comptabilisé dans votre compte Google. Tout ça est agrégé, bien sûr anonymisé, mais par contre, ce numéro anonyme qui vous est attribué, ça correspond bien à votre identité, qui est la même pour tous vos appareils où vous avez au moins une application Google et que vous êtes connecté. Cette anonymité, elle est toute relative. Ce numéro numérique, il vous identifie directement. Puis à partir du moment qu'il peut être partagé à des partenaires comme Facebook ou même d'autres partenaires comme Zoom, comme il y avait eu ces scandales dans la presse l'année passée, on se rend compte que votre double numérique, il est vraiment uniformisé, agrégé, et ça peut commencer à poser problème pour des entreprises notamment qui ont des secrets, qui font de l'innovation ou même à titre personnel. Oui, mais alors, si je me fais un peu l'avocat du diable, je dis, mais en fait, bon, j'ai rien à cacher, c'est gratuit. Comme c'est dit dans le chat, l'UX, donc l'interface d'utilisateur, elle est très bien pensée. Pourquoi je changerais en fait? C'est un état d'esprit. Est-ce qu'on veut garder la maîtrise de ces données? Aujourd'hui, peut-être, ça ne pose pas directement un problème, quoiqu'il y a déjà beaucoup de problèmes de fuite de données. Est-ce que vous accepteriez que tout ce que vous mettez dans un Google Drive, dans un Gmail, soit tout d'un coup sujet à des partages avec des tiers? Ça, c'est la première question à se poser. Et puis ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui se développe. On ne sait actuellement pas comment fonctionnent ces algorithmes. C'est pas quelque chose qui est public, c'est en discussion d'ailleurs au niveau européen. Et puis à partir du moment qu'une société commence à collecter vos données professionnelles, vos données de santé, vos déplacements, et même ce qui se passe chez vous à travers des sortes d'enceintes Bluetooth que vous posez chez vous, il faut commencer à se poser une question quand cette société
elle appartient au domaine privé et qu'elle peut prendre des décisions qui sont plus soumises à la justice. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé avec le président Donald Trump vers la fin de son mandat. Un président élu démocratiquement par toute une nation s'est vu tout d'un coup couper l'accès à des services de communication. La raison pour laquelle ça s'est fait, c'est une chose, mais cette personne a été élue démocratiquement et ce n'est pas la justice qui a entraîné ces coupures de services. À mon avis, c'est des questions qui sont importantes et qui le deviendront de plus en plus. Et c'est important dans tous les cas d'avoir des alternatives locales puissantes pour déjà développer un savoir-faire local, des compétences locales, et puis, in fine, offrir des emplois aussi à nos enfants. Parce que c'est pas normal que ça soit peut-être 10 000 personnes pour le monde entier qui développent des solutions pour des milliards d'individus. Oui. Il faut conserver cette biodiversité du numérique. Parce que c'est un sujet hyper important là que tu évoques là sur cet aspect souveraineté numérique. On parlait de la chaîne alimentaire qui est une chaîne alimentaire qui est très fragile. Et après les agros qui sont aussi là dans le chat le savent bien que quand par exemple Paris à Rungis en produits frais, il y a quelques jours de stock, mais quand la chaîne d'approvisionnement est coupée, il y a plus de stock. Donc tout ça est très très fragile. Par contre que le parallèle avec l'informatique et en tout cas le numérique, il est similaire quoi. On s'est rendu compte qu'il y avait eu des problèmes aussi parfois d'accès à des serveurs centraux qui peuvent impacter tout un pays, tout un continent. Et à la base, Internet, c'était pas ça, c'était pas la centralisation. Et on assiste quand même à une centralisation quand même à outrance aussi des données, et ce qui fait que l'ensemble devient fragile. Pendant le confinement, les personnes qui étaient par exemple sur Teams, Slack ou bien un service Google, dès qu'ils sont coupés pendant une journée, ils sont coupés du monde en fait. Il y a aussi pour revenir à cette question, parce que je pense qu'elle est fondamentale, c'est pas normal non plus que ces géants se politisent. Un acteur du numérique, il se doit de respecter la juridiction en place, de fournir ses services et d'être neutre. Aussi de garder une indépendance. Parce que ces sociétés, elles sont cotées en bourse, elles ont des comptes à rendre à des actionnaires. Et au final, on développe pour la rentabilité à tout prix, au détriment de quelle valeur, au détriment de quelle éthique. Nous, en ce qui concerne par exemple Infomaniac, la société appartient exclusivement aux fondateurs et aux employés. Et ça nous permet de prendre des décisions qui sont pas bonnes d'un point de vue business, mais qui répondent à des critères écologiques qui, pour nous, sont importants pour créer un business qui est durable et qui est éthique. Parce que de compenser à 200% la totalité de nos émissions, de construire des data centers avec des pompes à chaleur pour réinvestir toute la chaleur dégagée par nos serveurs dans des immeubles autour, c'est pas du tout bon pour le business. C'est un investissement. C'est une démarche dont on pourrait se passer pour faire plus de marge. Mais c'est là qu'à mon avis, il y a les valeurs qui rentrent en jeu. Quelle société, quel numérique on a envie de développer actuellement et pour les générations suivantes. Exactement. Et moi, pour le voir avec certains étudiants agro, aujourd'hui, ils sont toujours vigilants quand ils donnent leur numéro de téléphone et leur adresse mail. En tout cas, peut-être la génération qui vient se rend compte que c'est important, des traces qui sont laissées après partout où on va sur le web. Et justement, on est habitué à Gmail et on se dit, OK, je vais essayer de reprendre la main. Effectivement, mes données, je suis conscient que je veux qu'elles soient alignées avec les valeurs que je défends. Et comment je peux reprendre la main? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Moi, c'est la question que me posent aussi souvent des personnes autour de moi. Comment je m'y prends, en fait? Parce que c'est facile à dire, mais dès qu'on rentre dans le vif du sujet, beaucoup moins évident. Le plus important, c'est de commencer. Et c'est d'y aller progressivement et étape par étape. En France, il y a un des plus gros médias français qui est venu vers nous et qui est venu avec cette prise de conscience. Ils sont actuellement tous sur Google Drive. Et ils nous ont dit, ce qui se passe aux États-Unis, pour nous, c'est un signal d'alerte. Et on souhaite en fait mettre en place un backup avant de pouvoir faire la transition. Donc, si actuellement vous avez une entreprise qui tourne en fait avec les solutions du GAFAM, première étape, c'est de créer en fait une redondance avec, par exemple, du K-Drive ou de commencer à utiliser Kamit à la place de Zoom. Et puis de tester. Bien souvent, vous allez être agréablement surpris. Et puis ensuite, ça devient facile d'expliquer ça à la direction. Donc, c'est pas un risque, en fait, qu'on a le niveau de fiabilité, le niveau de qualité, qu'on a même un support beaucoup plus élevé, qu'on peut avoir un conseil personnalisé et beaucoup plus facilement accessible que ces immenses acteurs pour qui on est un numéro. Et aujourd'hui, quand il s'agit de communiquer en ligne, travailler en ligne et synchroniser ses données, sauvegarder ses données dans le cloud, partager facilement ses fichiers ou proposer ses services en ligne, les alternatives, elles existent, que ça soit chez Infomaniac ou d'autres acteurs plus locaux français ou dans le reste de l'Europe.
Je prends juste l'exemple de G-Elastic Cloud, qui est en fait une alternative à AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform. Cette plateforme, de manière objective, j'en ai discuté avec un consultant qui a l'habitude de bosser avec des énormes sociétés en Suisse et qui connaît parfaitement sur le bout des doigts ces alternatives que je viens de mentionner. Il me dit, G-Elastic Cloud, c'est plus facile à utiliser, c'est moins cher et c'est beaucoup plus transparent sur les coûts. Parce qu'AWS et toutes ces solutions, c'est pas cher au départ et dès qu'on commence à mettre les projets en production, on se rend compte que c'est très difficile d'avoir une prévision efficace des coûts. C'est juste en fait un choix par défaut parce qu'on veut pas prendre de risques, on veut faire comme les autres, comme les gros acteurs et ça vaut juste la peine de tester. D'autant plus que migrer ces données, c'est plus un problème aujourd'hui. Typiquement avec K-Drive, on a, là je peux peut-être partager mon écran pour le montrer en live. Voilà, ça c'est l'interface de K-Drive. Donc déjà, on retrouve quelque chose qui ressemble énormément à un Google Drive, c'est pas dépaysant. Et puis voilà, maintenant, si on veut importer ces données, c'est super simple. Il suffit de cliquer ici, de choisir en fait le cloud duquel on vient, et ensuite, Infomaniac va faire tout automatiquement, et vous allez automatiquement retrouver toutes vos données dans votre Drive. C'est exactement la même chose pour vos mails. Il y a un outil qui s'occupe de tout en fait pour vous. Et vous allez retrouver toute la structure, tous vos dossiers, tout le contenu des messages instantanément. Ouais, voilà, il suffit en fait de choisir son fournisseur actuel, que ce soit OVH, Bluein, Orange, Wanadu, Hotmail, ensuite de renseigner le serveur IMAP de Outlook, Gmail ou ainsi de suite, le mot de passe, ensuite vous choisissez l'email Infomaniac et 30 minutes ou 1 heure après, dépendamment du volume de vos mails, vous retrouvez toute votre messagerie dans votre boîte mail. Idem pour Swiss Backup qui vous permet de sauvegarder n'importe quel appareil dans le cloud de manière automatisée, que ce soit des postes Windows, macOS, Android. Si vous avez des serveurs aussi dans une entreprise, ça sauvegarde les serveurs Linux, Windows Server, même les machines virtuelles. Les solutions, elles existent, mais il faut prendre en fait ce temps et cette curiosité pour tester ça. Ouais, c'est la stratégie des petits pas, quoi. C'est ça, c'est la stratégie des petits pas. On se rend compte qu'aujourd'hui, que ça soit encore une fois chez Infomaniac ou d'autres, que vraiment les alternatives, elles sont au point, elles sont pas moins puissantes et qu'en plus, il y a un niveau de service supérieur quand on contacte le support technique. Ouais, moi j'ajouterais à ça en fait qu'on est sorti de l'ère du tout gratuit parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont saturé leurs 15 gigas sur Gmail. On se rend compte qu'il y a des politiques de prix aussi qui arrivent. Plus rien n'est gratuit, on va dire. Et donc, étant donné qu'on est amené à payer, ce qu'on va payer, c'est d'être sûr de comment vont être utilisées les données derrière. Encore une fois, moi, je trouve que c'est important de savoir l'empreinte numérique qu'on va laisser, quelle maîtrise on a de ces aspects-là. Rien n'est vraiment gratuit, d'autant plus quand le business model de l'entreprise, c'est de faire de la publicité sur un moteur de recherche ou sur l'analyse de contenu. Et à partir du moment qu'une société propose du gratuit, elle doit le financer d'une manière ou d'une autre. Nous, typiquement, on a lancé une adresse email ik.me qui est gratuite à vie. Cette adresse email, elle coûte. Comme Infomaniac n'analyse pas les données, ce coût en fait est mutualisé sur nos services payants. Nous, ces emails-là, elles ne nous coûtent pas cher parce qu'en fait, toute l'infrastructure, elle est là et on la limite à certains pays en Europe pour garder la maîtrise de cette croissance. La pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'on freine les inscriptions. Mais les gens qui auraient déjà leurs emails, ils la garderaient et on ne commencera pas à faire de la publicité, à faire de l'analyse de données et à partager ça à des tiers. Ce positionnement-là, on peut l'avoir qu'à une seule condition. C'est cette fameuse indépendance économique dont on parlait avant. Ouais. À partir du moment qu'une société, elle doit rendre des comptes à des actionnaires qui partagent pas les mêmes valeurs, c'est là qu'en fait, l'éthique, les valeurs, elles sont remises en question. Et ça, vraiment, ça fait partie de l'ADN d'une entreprise. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de choisir des prestataires qui correspondent à vos valeurs, écologiques, à vos valeurs liées à la confidentialité, à la sécurité, et puis aussi aux risques que vous êtes prêts à prendre. Parce que le low cost, les économies, elles sont bien faites sur quelque chose. Ou même le gratuit. Le gratuit, c'est toi le produit, c'est parce que derrière, les données vont être vendues de toute façon quand on va répondre. Alors, on le voit bien, Infomaniac, c'est pas forcément le cas, donc on peut pas faire de généralité. Mais c'est clair que si l'ADN et le business model de l'entreprise est basé sur la publicité, la question ne se pose pas. Ouais. Et après, moi, ce qui me semblait intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est l'aspect l'économie locale, ou en tout cas la résilience locale qui peuvent être mis en place par un acteur.
Infomaniac, finalement, a vocation à rester sur un nombre limité de pays, d'après ce que tu me disais. Oui, tout à fait. Alors nous, notre but, c'est pas de devenir le Google numéro 5, hein, de rajouter une lettre aux GAFAM. On ne veut pas écraser les autres. Pour nous, la biodiversité numérique est importante. Pourquoi? Rien que pour créer des emplois au niveau local et pour favoriser cette innovation. Et si Infomaniac devait devenir beaucoup trop grande, on commencerait en fait à revendre nos produits comme K-Drive en open source à d'autres acteurs ou à morceler l'entreprise. Si vous prenez le temps d'écouter le podcast avec Boris Sigenthaler, qui est le cofondateur et directeur stratégique d'Infomaniac, on voit l'ADN de l'entreprise et cet ADN, elle est marquée dans les statuts. Elle ne pourra même pas être changée. Ou alors, si elle est changée, elle devra être acceptée par un nombre suffisant du conseil d'administration. Et cet ADN, elle est répandue dans tous les collaborateurs d'Infomaniac. C'est 175 personnes qui sont dans cette culture d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera typiquement pas dans une multinationale où c'est totalement impersonnel, avec des actionnaires, où il y a une pression qui est liée à la rentabilité. Et si vous écoutez le podcast de Boris, vous allez être choqué. Quand il dit que son but, c'est pas forcément de faire de l'argent, mais de pas en perdre, c'est vraiment que c'est l'éthique, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise qui fait la différence. Je pense qu'on va commencer à répondre aux questions, mais en tout cas, moi, ça me semblait important par rapport, aux valeurs moi que je promeus. Je suis très engagé sur le numérique et en tout cas aussi par rapport aux valeurs associées à la communauté agro, de partager un peu tous ces éléments-là. Il y a des alternatives qui existent. Reprendre le contrôle, c'est possible, mais comme d'habitude, il faut faire un petit peu d'effort. Mais avec cette stratégie du pas à pas et les outils qu'on a présentés, par exemple, le plus simple, c'est comme disait Thomas, il faut tester. Vous faites en parallèle, vous gardez un peu Gmail, vous testez ICME, et puis vous voyez bien en fait comment vous arrivez à vous sevrer ou pas des outils auxquels vous avez l'habitude. Et c'est hyper important dans le moment charnière qu'on vit où les solutions vont devenir de plus en plus payantes. Là, pour moi, on vit la fin du gratuit, je pense. Et après, c'est l'importance, mais à chaque coup, je fais les analogies avec le vivant ou ce que tu faisais avec la biodiversité d'acteurs. C'est important d'avoir des acteurs qui ont des sphères de proximité, des sphères locales et qui ont vraiment un impact. Alors, on parle pas des impôts, ça c'est important, mais les impôts aussi sont payés en Suisse, mais il n'y a pas d'optimisation fiscale comme on peut le voir. L'emploi et la formation, c'est hyper important. Alors, tu peux peut-être juste dire deux mots par rapport à ce que vous faites aussi sur la formation. Comme partout, il y a une pénurie de développeurs qui est hallucinante. Recruter des ingénieurs systèmes, recruter des développeurs, c'est quelque chose de très compliqué. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on investit massivement. On est partenaire principal de l'école 42 qui a ouvert à Lausanne. On est aussi partenaire de l'école 42 à Paris. On leur donne gratuitement des serveurs pour les étudiants. On promeut vraiment ce développement. On investit dans le développement des compétences locales parce qu'on en a besoin. Et c'est justement pour ça qu'on milite pour cette biodiversité et pour que les gens aient un réel choix. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que si vous voulez pas aller chez Gmail, Outlook, Yahoo ou dans un de ces mastodontes qui fournit des adresses email, des sociétés qui créent leur propre webmail qui permettent de synchroniser vos contacts, agenda sur vos périphériques, il y en a presque pas. Ouais. Ou il y en a très très peu. Elles se comptent en fait sur le doigt d'une main. Ouais. Et c'est qu'au moins les gens aient le choix. Ouais. C'est vraiment important. Et puis, d'avoir des emplois stimulants pour les enfants, parce que je ne sais pas, peut-être tout le monde n'a pas envie de déménager à San Francisco ou à d'autres endroits, quoi. Non, c'est clair. Du coup, je te propose, Thomas, de passer, je vais essayer de reprendre un peu les questions et n'hésitez pas à continuer. Il y avait une première question qui avait au début où j'ai essayé un peu de répondre, parce que c'est important de rappeler un peu l'open source et un peu les enjeux qu'il y a autour, parce que vous utilisez beaucoup de solutions open source, justement, côté Infomaniac. J'ai juste rappelé que c'est l'open source, c'est que le code est accessible et public et n'importe qui peut le modifier, le diffuser, le forker, ça veut dire faire une nouvelle branche une nouvelle branche de développement, comme sur un arbre phylogénétique où on aurait une nouvelle branche d'espèces qui se crée. C'est un peu l'analogie qu'on pourrait faire avec le vivant. C'est très, très, très vivant, cette communauté d'open source. Et alors, au niveau d'Infomaniac, au niveau d'un hébergeur, comment ça se passe? Puis, typiquement, Kamit, qui est en fait une alternative à Zoom, le noyau est basé sur Jitsi, qui est open source. Et après, on va drastiquement améliorer l'interface utilisateur parce que malheureusement, l'open source a cette réputation de pas être très sexy et puis facile à prendre en main. Et nous, on va y mettre une surcouche importante qui rend ça vraiment fun et plaisant à utiliser. Et après, on va développer des fonctionnalités de manière beaucoup plus rapide que dans la communauté open source. Donc nous, notre but, c'est de rendre en fait l'open source vraiment sexy, de l'améliorer drastiquement et beaucoup plus rapide. Mais la base, en fait, c'est une base ultra sécure qui est validée par des milliers de gens dans le monde entier.
Et puis, pour revenir ensuite à cette transition vers des outils peut-être plus respectueux de la vie privée, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de convaincre les personnes avec qui vous travaillez de basculer sur ces outils. Vous pouvez, vous, commencer à travailler avec. Et quand vous allez vous mettre à partager des fichiers depuis K-Drive, quand vous allez envoyer un lien d'invitation pour participer à un K-Meet à la place d'un Zoom, les gens, en fait, ils vont être surpris de découvrir que la solution, elle est plus simple et qu'elle marche tout aussi bien, voire mieux. Ouais. Exactement. Après, oui, il y avait la question aussi, quand on abordait le sujet, effectivement, Trump qui a eu son compte suspendu. Alors, c'est pas une décision de justice, mais un non-respect des règles d'utilisation du service. Ils ont mis vachement de temps à le couper parce que depuis très longtemps, il les respecte. Voilà. Et ça a été un moment, c'est quand même fou que, il y avait, par rapport à ce qui s'est passé au Capitole, il n'y a toujours pas la décision de justice, il est banni de tous les réseaux sociaux. On n'est pas juge du tout de ce que représente Trump, mais c'est juste important à se rendre compte de ce qui se passe sur ce phénomène-là, quoi. C'est là que tout cet enjeu justement d'indépendance économique rendront compte, parce qu'à quelque part, Trump faisait une publicité massive pour Twitter, Ouais. où finalement, il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, j'ai cru lire, mais je ne sais pas, à vérifier si c'est une rumeur, mais que Trump voulait créer son propre maintenant réseau social. Il veut le lancer, il veut revenir sur le devant de la scène avec son propre réseau social. Ouais. Puisque le réseau social Parler a été bloqué par AWS, justement. Sur la question, normalement, freedom of speech, qui est dans la Constitution américaine, c'est un sujet qui est très épineux sur cet aspect-là. Sur les autres questions, alors j'ai vu qu'il y a eu des réponses aussi sur les enceintes Bluetooth connectées. Dites-vous que dès qu'il y a un objet connecté, même si on vous donne les meilleures garanties du monde, il y a des failles de sécurité. Donc dès que vous mettez une enceinte connectée chez vous, dites-vous que votre vie privée, elle est soumise aux aléas du code. Et donc potentiellement, quelqu'un peut écouter ce que vous faites. Encore une fois, là, je m'intéresserai vraiment à l'ADN de l'entreprise et où sont stockées les données et les valeurs qu'il y a derrière l'entreprise. Et est-ce que ces valeurs sont vraiment incarnées depuis sa fondation ? Parce que si on prend l'exemple d'Infomaniac, on peut revenir jusqu'en 1994 où l'entreprise n'était qu'un magasin d'informatique. Les valeurs étaient strictement les mêmes. C'est cette fidélité, en fait, dans le temps qui est déterminante et qu'il faut observer lors du choix d'une entreprise. Pas juste que ça soit un effet de mode. C'est comme l'écologie. Nous, ça fait depuis 2007 qu'on ancre ça dans des normes et dans des chartes. C'est pas juste depuis ces dernières années où c'est devenu à la mode depuis les feux qui ont ravagé l'Australie. Oui. Non, ça c'est clair. Ça fait partie de... C'est important à prendre en considération. Est-ce qu'on est sûr de la pérennité des systèmes innovants et libres ? Il n'y a pas de garantie, mais il n'y a pas non plus de garantie qu'un acteur comme Google arrête un service. Typiquement, Google, je crois que ça s'appelait Google+, leur réseau social, ils l'ont fermé du jour au lendemain, c'était terminé. Ouais. Et nous, c'est pour ça qu'on fork certains projets open source, c'est justement pour garantir leur pérennité. Comment finalement vous arrivez à faire des solutions gratuites ? Comment vous payez Infomaniac ? C'est trop beau pour être vrai, quoi. Nous, notre cœur de business, c'est l'hébergement de données. Plus de 70% de notre clientèle, c'est des entreprises. Et les entreprises, elles prennent des produits payants. Elles ne vont pas se contenter de 20 gigas de stockage sur des mails ou de 3 gigas de stockage sur K-Drive. Elles vont avoir besoin de terabytes. Elles vont avoir besoin d'avoir des centaines d'utilisateurs. Et donc, elles vont passer sur les plans payants. Et c'est pour ça, en fait, que tous nos services gratuits, Swiss Transfer, c'est un stockage sur 30 jours de 50 gigs. Donc, c'est une alternative à WeTransfer.com. Le stockage, il n'est pas à vie. Donc, en fait, en termes de coût pour nous, c'est pas cher en fait. IK.me, on a bloqué son utilisation à certains pays d'Europe justement pour garder cette maîtrise, pour justement pas que ça commence à coûter tellement cher qu'on doive fermer le service. L'idée, c'est d'offrir une alternative, de garder une maîtrise sur la croissance de son adoption et puis de garder cette balance entre dépenses, coûts et puis pour pouvoir continuer à développer l'entreprise. Une question, si Infomaniac se faisait racheter par une entreprise qui ne partagerait pas les mêmes valeurs, que deviendraient les données stockées chez Infomaniac ? Et c'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour qu'un tel rachat puisse avoir lieu, il faudra en fait que les fondateurs et les employés l'acceptent, vu que c'est eux qui possèdent l'entreprise. De par notre ADN et puis nos valeurs, c'est pas du tout quelque chose d'envisageable. Et justement, notre enjeu même, c'est d'avoir une croissance suffisante pour avoir une taille critique, pour justement garder la puissance de développement qu'on a pour conserver nos propres technologies et garder notre indépendance. Et c'est pour ça qu'en 5 ans, on est passé de 43 personnes qui travaillent à 175 personnes, à 175 collaborateurs, tous basés en Europe, en Suisse. Il n'y a pas de délocalisation, tout le développement se fait in-house, alors que ça pourrait coûter beaucoup moins cher de délocaliser ça en Inde, dans les pays de l'Est ou ailleurs. Si vous écoutez encore une fois le podcast que Boris a eu avec Jenny Lem récemment, vous aurez clairement la réponse parce qu'on lui la pose aussi et il n'y va pas par queue de chemin, il utilise des mots beaucoup moins choisis que moi pour dire que c'est hors de question.
Il y a Ségolène qui dit que le sujet est vaste, mériterait une session beaucoup plus longue, mais sans y réfléchir. Effectivement, c'était un premier essai et peut-être qu'il y aura d'autres sujets. Parce que je vois des questions qui demandent un peu des avis, mais moi, Albums, je connais pas du tout la solution 30 Tera gratuit. Faut regarder les conditions générales d'utilisation parce que ça me semble trop beau pour être vrai. 30 Tera gratuit. Quelle est la vitesse derrière? Chez Infomaniac, non, il n'y a pas 30 Tera. Non, il y a Albums, qui est une solution qui propose 30 Tera gratuit pour héberger les photos. 30 Tera, c'est gigantesque, ouais. Ouais, moi je suis. Si c'est un stockage à vie. C'est peut-être pour les 10 premiers, je sais pas. Je sais pas, 30 Tera, c'est gigantesque pour offrir ça du gratuit. Si le nombre d'utilisateurs est pas limité, après, il faut voir où sont basés les data centers. Parce que ça, c'est aussi une chose à dire. Il y a des services qui sont développés en Europe, mais si on regarde bien dans les conditions, la localisation des serveurs, c'est AWS, c'est États-Unis, et c'est pas local, malheureusement. Des trucs et astuces pour se renseigner de matière autonome. Les questions qu'il faut se poser, où trouver l'information. Il y a beaucoup de lectures sur Internet, mais vas-y, tu vois. Le plus important, c'est vraiment de vous intéresser à la société chez qui vous stockez vos données. Depuis quand cette société existe? Est-ce que c'est une société qui change sa casquette tous les 3 ans parce qu'elle se fait racheter, parce qu'elle change de CEO? Puis de voir en fait qu'il y a une cohérence entre tout ce que fait la société. Ça, je suis complètement d'accord. Alternative à YouTube, moi je vous parlerai de PeerTube, qui va être un YouTube décentralisé, qui monte en gamme petit à petit. Ils viennent de ressortir une dernière version, donc PeerTube, P-E-E-R-T-U-B-E. Il y a peut-être, mais après, je sais pas, ça peut être aussi l'objet d'une discussion, étant donné que Framasoft, qui est une association en France qui est très axée sur la dégooglisation d'Internet, et qu'ils ont lancé une belle campagne sur dégooglisons, on va dire, Internet, je sais pas, il y a peut-être des choses peut-être à échanger avant avec eux, d'autant que Framasoft a fermé des services parce qu'ils peuvent pas être partout. Complètement. T'as Framatalk qui avait été submergé lors du premier confinement par les enseignants. Surtout que eux, sauf erreur, c'est vraiment du 100% gratuit. Oui. D'où cette nécessité de garder une balance quand même entre une certaine rentabilité, mais à un prix qui est juste. Parce que ce qui surprend beaucoup les gens quand ils découvrent K-Drive, c'est qu'ils se rendent compte en fait que c'est moins cher que Google One. Ouais. Les GAFAM, ils ont une stratégie qui est gratuit. Et puis d'un coup, l'espace de stockage est plein. Comme on a toutes nos données déjà chez eux, puis que c'est pas forcément facile de les exporter, ils proposent une offre payante, ce qui est tout à fait légitime. Sauf que l'offre payante, on passe de gratuit à quelque chose de très cher. Ouais. Une question importante que tu as un peu répondu en parlant de Jitsi. Quand vous améliorez l'UX d'outils libres, publiez-vous vos améliorations pour qu'elles puissent profiter à la communauté libre, si vous voulez privatiser pour votre modèle économique? Autant que possible, on les partage à la communauté open source. Typiquement, avec K-Drive, au début, l'application mobile était basée sur celle de Nextcloud. Même si K-Drive est un projet 100% maison, la seule chose qui n'était pas développée maison au départ, c'était l'application Nextcloud. Et là, nos UX designers ont complètement refait l'application. Et ce qui fait qu'en fait, pour Nextcloud, ils ont eu une évolution graphique en très peu de mois. Et ça, c'est tout, en grande partie Infomaniac qui l'a développé puis designé. Et ça a été cadeau pour la communauté open source. Et malheureusement, malheureusement, c'est discutable, mais on a dû se séparer du projet Nextcloud parce qu'on a un rythme qui va beaucoup plus vite que le projet open source. Et on a des fonctionnalités surtout, comme le coffre-fort, comme la boîte de dépôt, comme les dossiers communs, qui sont pas dans Nextcloud en fait, et on pouvait pas maintenir un double développement à double. Et on a après des besoins d'entreprise qui sont beaucoup plus spécifiques que Nextcloud, et on doit proposer ça rapidement. Mais autant que possible, on push toutes les applications qu'on fait dans les repositoires open source. Après, une question de Diane aussi, est-ce que le stockage physique est-il fini? Par exemple, un Tera de photos jamais regardé sur un serveur versus un stockage sur un disque dur externe de 1 Tera. Donc oui, ça rejoint un peu la réponse dans la question aussi, ce que vous précisez, revoir sa logique de personnel de stockage des données, de voir ce qu'on stocke à froid, ce qu'on stocke à chaud, mais ça pourrait être l'objet aussi d'un webinaire sur la manière dont on a... On stocke, Nous, notre politique, elle est assez simple, on est super généreux sur le stockage. Typiquement, les mails, c'est un stockage illimité. K-Drive, la première offre payante à 5 € par mois, c'est 2 Tera de stockage. Idem avec Swiss Backup, où on peut avoir des Tera et des Tera pour pas grand-chose. Il n'y a rien de pire, en fait, que de se sentir à l'étroit sur un stockage cloud. À nos yeux, le cloud, c'est justement une extension d'un appareil physique et qui permet justement de s'affranchir de ses limites. Alors, la question reprécisée par moi sur les alternatives aux GAFAM. Vos alternatives sont-elles en logiciel libre avec l'autonomie de pouvoir changer de prestataire ou internaliser, ou changement de dépendance pour un acteur plus local, plus éthique, mais dont on reste captif? Notre philosophie, c'est qu'on peut exporter les données de tous nos outils. Que ce soit les contacts, les rendez-vous, on peut importer, mais on peut aussi exporter. Et j'ai Elastic Cloud, pour revenir à cet exemple qui est l'alternative à AWS, Microsoft Azure, etc.
vous pouvez prendre vos environnements de développement, les exporter et les mettre ailleurs. C'est justement pas des solutions comme AWS ou Microsoft Azure avec des technologies propriétaires qui, une fois que vous avez développé pour cette technologie, vous êtes coincé. Le coût est extrêmement lourd de quitter des solutions propriétaires. C'est pour ça que plus on fait le bon choix au début, mieux c'est. Et après, il y a les habitudes. Hein. On est des êtres humains, on est un peu à... on n'aime pas tellement le changement. Quand on est habitué à Zoom, quand on est habitué à WeTransfer, les habitudes ont la vie dure. Hein. Même si les alternatives sont plus performantes et sans limite. Puis même quand on est habitué à Windows dès le plus jeune âge et qu'on n'a jamais touché à du Linux, hein, Linux fait tourner le web. Moi, je prends toujours l'exemple de mes parents que j'ai fait changer d'un Windows à un Linux Mint et pour rien au monde, ils reviendraient sur Windows. Et dernièrement, on a pris le pli, on veut plus revenir en arrière. Et Linux Mint, par exemple, si vous voulez vous poser des questions aussi pour tester des systèmes d'exploitation qui soient du coup là libres open source. Alors Linux Mint, ils sont pas, tout n'est pas libre, on va dire, mais ils sont open source. Tester Linux Mint. Et ça pourrait être aussi un autre sujet. Une question de Souad, est-ce que c'est vrai que les GAFAM ont des data centers placés dans des bateaux comme moyen de pression sur les gouvernements? Ce qui est sûr, c'est que dans leurs conditions générales, ils le disent, voilà, qu'ils ont vraiment des data centers dans le monde entier, en Afrique, en Allemagne, en Australie, en Inde, en Irlande, au Japon, au Luxembourg, en Malaisie, au Royaume-Uni, à Singapour, à Hong Kong, en Finlande. Là, je parle de Microsoft. Et ils disent même que les données sont très régulièrement redondées aux États-Unis. Les données personnelles recueillies par Microsoft peuvent être stockées et traitées dans votre région aux États-Unis et dans tous les autres pays que Microsoft est basé. Ouais, et surtout c'était un coup de com' pour Microsoft sur les conteneurs du coup qui ont été déployés. Alors je sais plus effectivement dans quelle eau territoriale, mais c'était aussi pour la gestion de l'énergie en fait. Sous l'océan. Pour rester poli, c'est une absurdité écologique parce qu'en fait cette chaleur, pourquoi la dégager dans les océans quand on peut la réinvestir dans des immeubles? Les océans, ils n'ont pas du tout besoin d'être réchauffés aujourd'hui. Faire des chantiers comme ça sous les océans, on parle même pas des émissions de carbone que ça génère. C'est complètement absurde. C'est un coût de communication qui est incroyable et technologiquement, ça doit être extrêmement stimulant. Mais d'un point de vue écologique, c'est une aberration. Une question de Jean-Michel par rapport à Kamit et Firefox. Alors ça, on vient sur le WebRTC, un petit peu la technologie sous-jacente. Jean-Michel vient d'essayer Kamit sous Firefox, mais ça semble pas fonctionner. Peut-être problème de version, mais ça fonctionne seulement sous Chrome. N'est-on pas soumis au même problème de confidentialité en utilisant un navigateur comme Google Chrome? On a fait une énorme mise à jour justement le week-end dernier et Kamit non seulement doit parfaitement fonctionner avec Firefox, mais il fonctionne même sans application sur mobile maintenant. Et si c'est pas le cas, ça sera le cas dans les 3 prochaines semaines où on va vraiment déployer d'énormes mises à jour. On pourra même faire du contrôle à distance. On pourra personnaliser ses arrière-plans pour avoir des arrière-plans virtuels, ce qui peut être pas mal quand derrière nous, il y a de la lessive qui sèche ou un bébé qui joue. Et on pourra même dessiner quand on partage l'écran, on pourra annoter l'écran. Donc, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Ça sera aussi parfaitement intégré au calendrier Infomaniac. On pourra planifier des réunions à l'avance. Donc, il va y avoir des grosses améliorations pour Kamit dans les semaines à venir. Et normalement, déjà maintenant, on peut déjà faire des réunions sans application sur mobile et ça devrait parfaitement être compatible avec Firefox. Mais c'est vrai, c'était pas le cas il y a 2 semaines et il fallait passer par Chrome. En fait, ça fonctionnait, mais c'était moins stable qu'avec Chrome. Et puis, si jamais il y a quoi que ce soit comme problème, il suffit de télécharger l'application desktop pour Mac, Linux ou Windows. Et puis, ça évite de passer par Chrome et ça assure la fiabilité et le fonctionnement optimal de Kamit. Mais moi, pour faire maintenant de plus en plus de réunions sous Kamit, ça fonctionne très bien et c'est juste, faut l'utiliser, faut le tester, puis vous verrez bien quoi. Et après, Adrien, effectivement, on reparlait de la fresque numérique pour si on est sur la partie écologique, mais ça peut être intéressant, je vois dans les retours sur un parcours de webinaire parce que sur l'écologie, alors moi j'avais déjà fait un papier sur Infomaniac dans un des magazines de la fédération Uniagro, Planète Agro, sur justement tous les engagements écologiques d'Infomaniac. Et ça pourrait être intéressant de rappeler un peu cet impact qu'a le numérique sur l'environnement et ça pourrait être l'objet d'un futur webinaire, on peut se dire. Tout à fait. Alors, si ça intéresse les gens par rapport à l'impact numérique, donc déjà choisir un fournisseur qui a un indicateur d'efficience très élevé et puis surtout, ce qui pollue le plus, c'est la source d'énergie de votre prestataire. Est-ce qu'il est sur du nucléaire? Est-ce qu'il est sur du charbon? Est-ce qu'il est sur de l'éolienne, du barrage, de l'hydraulique?
Et ce qui pollue le plus pour un acteur qui a une énergie propre, c'est l'achat de serveurs. C'est la construction des nouveaux serveurs, la construction des nouveaux ordinateurs portables, la construction des téléphones mobiles, des tablettes qu'on a. Et si on veut vraiment faire un effet le plus gros à ce niveau, c'est réduire la fréquence de renouvellement de ces appareils et choisir des prestataires qui prolongent la durée de vie de leurs serveurs. Nous, c'est pour ça qu'on prolonge jusqu'à 15 ans la durée de vie de nos serveurs en augmentant leur performance. Et comme toutes les données sont redondées à plusieurs endroits, et puis grâce à la magie du cloud où on peut cumuler les ressources de machines séparées, eh ben, la fiabilité et puis la puissance est assurée. Bon, en tout cas, c'est un plébiscite parce qu'on a 97% des gens qui ont trouvé ce webinaire intéressant. Ouais. Donc, ça incite à voir comment on peut réfléchir à décliner. Là, on a abordé, on a fait un survol un peu des différents enjeux, mais ça campait bien le décor, moi, je trouve. Et ben, merci à toi, Thomas, pour ton temps, pour tes explications. Bah, merci à toi de m'avoir offert cette opportunité. Et puis bah, aux participants qui ont été super réactifs puis intéressés. Et puis bah, au temps qu'ils nous ont accordé. Ouais, merci à vous. Et puis au plaisir, on peut garder le contact. Effectivement, alors une plateforme d'un GAFAM, il y a LinkedIn, il y a les mails, effectivement, donc comme Ouais. communication@infomaniac.com ou bien président@uniagro.fr. Et passez une bonne journée, une bonne après-midi et bon appétit. Bon après-midi. Merci beaucoup.